Minutes, nous avons avec nous en visuel Adèle Garnier. Elle est professeure à l'Université Laval et membre de la chaire de recherche sur les dynamiques migratoires mondiales. Bon après-midi, Madame Garnier. Bonjour Monsieur Pierre, bonne année. Bonne année à vous aussi. Comment ça va? Ça va bien et vous? Oui, moi j'ai bien fêté, mais tranquille, tranquille, tranquille. Maintenant, on regarde le Canada. Le Canada traverse des moments de turbulence, hein? Et avec la Grosse démission, journée. chacun son tour, hein? Avec la démission du Premier ministre, c'était un Premier ministre, c'est encore un Premier ministre, mais qui n'a plus les moyens de ses ambitions, qui rêvait de faire en sorte que d'ici l'année 2035, qu'on atteigne le 100 millions d'habitants au Canada. Non, Hein? je pense que c'est des plans qui ont circulé par certaines personnes qui défendent, mais je pense pas que c'était d'ici 2035 parce que ça C'était ferait un quand petit même peu plus beaucoup. loin, hein? Oui, c'est ça, c'était plus vers 2100, je pense, mais c'est Vers- sûr que là, on n'est plus trop dans cette conjoncture, hein. Les choses ont changé beaucoup, mais le Canada reste quand même un pays très, très accueillant qui a accueilli parmi les pays du G7 l'un des chefs de file à avoir accueilli autant de migrants. Alors, oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on regarde c'est vrai que si on prend ça en perspective par rapport aux années du gouvernement Trudeau, donc ça fait quand même longtemps que le Canada se positionne comme un pays d'immigration, très accueillant, avec une opinion publique très favorable à l'immigration. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une augmentation de l'immigration voulue par le gouvernement Trudeau. Et ce qu'on a vu spécifiquement là les quelques dernières années, surtout depuis la présidence Trump aux États-Unis, c'est une augmentation du nombre de demandeurs d'asile ces dernières années. Et oui, lorsqu'on parle de demandeurs d'asile, c'est une démarche qui regarde la plupart des pays signataires de la Convention de Genève et qui devrait, tous les pays signataires devraient avoir les mêmes critères, c'est quand même les mêmes critères. Comment se fait-il qu'on puisse avoir parmi toujours les pays du G7 des pays qui, comme le Canada, je pense, les dernières statistiques révèlent que ça a pu monter jusqu'à 72, 71, 78, je crois, pour cent des demandeurs d'asile qui étaient reçus au Canada, alors que dans d'autres pays du G7, ben, ça va flotter autour de 15, 16. Comment se fait-il qu'il y ait tellement de différences entre des pays du G7 signataires de la même convention? Alors, comme vous le disiez, cette convention s'applique dans de très nombreux pays du monde. Et dans très nombreux pays du monde, il y a donc des pays qui viennent chercher la protection et les critères sont définis dans cette convention. Ce qui se passe, c'est qu'il y a la loi nationale, en fait, vient traduire les critères dans les différents pays. Ça, c'est une première chose. Et en droit, le Canada est peut-être plus généreux que d'autres pays sur la reconnaissance de certaines persécutions en lien avec le genre, notamment, par exemple, que par exemple les États-Unis ou la violence domestique. Ça, c'est une première chose. Donc, la loi et les règlements ici sont peut-être plus inclusifs. La deuxième chose, je vous dirais, c'est qu'on a un système de détermination des demandes d'asile au Canada qui implique une commission indépendante du gouvernement. Donc, c'est pas le ministère de l'immigration qui le fait, c'est une commission indépendante. Et de manière générale, par exemple, les Nations Unies considèrent que le système canadien est très équitable. Mais c'est ce qui veut dire en fait que les autres systèmes sont moins équitables. Par contre, il y a quand même eu ces dernières années des soucis de savoir si toutes les personnes qui font des demandes d'asile sont vraiment justifiées pour le faire, étant donné que c'est beaucoup plus haut qu'ailleurs. Et pour certaines nationalités particulièrement, ça se pose la question. Notamment là, les dernières années, c'est les ressortissants indiens et du Bangladesh que la question se pose parce que leurs taux sont très élevés, alors que c'est pas le taux de reconnaissance est très bas dans d'autres pays. Alors maintenant, à se poser la question, savoir, est-ce que c'est parti d'un plan, surtout avec le gouvernement de Trudeau, parti d'un plan qui parle d'un développement sur plusieurs années et qui estime qu'effectivement, pour se développer, ben, ça prend une main-d'œuvre à tous les niveaux. Ça prend, et surtout, c'est pas le territoire qui fait défaut au Canada. Nous avons du territoire, nous avons de l'espace. Mais est-ce que nous avons les moyens aujourd'hui? Ça, c'est une autre question. Parce que le Mais pays est ouais. en déficit.
Voilà, disons, il y a deux choses à regarder, je pense. Si on regarde sur le plan démographique, là, sur le long terme, le taux de fécondité, le nombre d'enfants par femme au Canada est quand même très bas. Donc, c'est sûr que si on veut avoir un marché du travail qui fonctionne, ça serait difficile de s'en sortir sans immigration assez importante. Puis, ça va pas être le même défi. Enfin, je veux dire, ce défi-là, il se pose au Canada, il se pose en Europe, il se pose dans la plupart des pays du monde, en fait, en Chine, au Japon, etc., qui ont des taux de natalité qui décroissent. Ça, c'est une chose. Mais si on prend la question des demandeurs d'asile, qui sont des gens qui viennent chercher la protection, c'est plus la question de, oui, s'ils viennent, la procédure pour atteindre le statut de réfugié, ça prend des années. Est-ce que c'est vraiment la bonne procédure? Et techniquement, ce statut-là, c'est pas pour venir chercher, pour contribuer au marché du travail, c'est pour demander la protection internationale et la protection du Canada. Donc, si les personnes venaient pour des besoins de main-d'œuvre, ce serait une autre catégorie d'immigration. Donc, dans l'absolu, le Canada va continuer d'avoir besoin de migrants, même si on change de gouvernement cette année, ça ne va pas changer sur le long terme. Mais est-ce qu'il y a des ajustements à faire au niveau de la politique d'asile? Ça, c'est une autre question. Oui, alors on peut comprendre ça. Il y a différentes catégories d'immigrants. Il y en a, oui, qui font une demande d'immigration en fonction de ce qu'ils ont ou auraient subi dans leur pays d'origine. Mais je comprends. Mais il demeure que pour le pays qui accueille, en bout de ligne, ça va être des Canadiens avec le temps. Et c'est moi-même, lorsqu'on étudie, on fait son premier cours en immigration, ce qu'on nous dit, l'immigration est toujours une fonction pour le marché de l'emploi, d'une certaine manière. C'est pas pour les beaux yeux de l'immigrant qu'on l'accueille. Non, non, tout à fait. Je pense que ce qui se passe là, en fait, avec l'augmentation des demandes d'asile qui sont des migrants temporaires, comme il y a comme une espèce d'engorgement du système parce qu'il faut traiter toutes ces demandes-là et la commission qui traite les demandes se retrouve en ce moment devant de centaines de milliers de dossiers qui ne sont pas traités. Donc les gens, pendant des années, n'ont pas de décision finale. Bon, effectivement, si tout le monde pouvait devenir résident permanent et ensuite citoyen canadien et rester, ce ne serait pas un problème. Mais il y a des gens qui sont refusés. Si on les refuse pas tout de suite, par exemple, et qu'après ils restent dans des statuts vraiment compliqués, c'est une bonne chose pour personne. Déjà, ça met les migrants dans des situations très vulnérables sur le plan économique et même par rapport à leurs enfants. Est-ce que leurs enfants vont pouvoir rester ou non? Et puis pour la société d'accueil, de ne pas savoir est-ce que la personne, je l'ai embauchée dans mon entreprise, là, qu'est-ce qui se passe si demain on lui dit qu'elle doit partir? Donc là, ce serait plus une question de est-ce qu'on a les moyens au Canada s'il y a des gros volumes de personnes qui arrivent, de faire en sorte que ces personnes, on sache assez rapidement, elle peut rester ou elle peut pas rester. Mais si ça dure des années, c'est très difficile pour tout le monde, en fait. Et puis, ces dernières années, il faut dire aussi qu'il y a eu un manque de coordination. On a déjà vu des traitements qui prenaient beaucoup de temps il y a plusieurs années. Mais ces dernières années, peut-être parce qu'il y a eu d'autres manquements aussi dans d'autres services du gouvernement du Canada, et c'est ce qui nous a poussé peut-être à regarder davantage ces erreurs-là. Mais il reste, oui, avec ces manques-là, surtout, exemple, il n'y a pas eu de coordination entre le fédéral et les provinces. Tout à fait. Lorsqu'on pensait que la seule province se plaignait de la présence de trop de migrants, c'était le Québec, mais on a vu tout de suite que d'autres provinces avaient à peu près le même problème. Donc, un Ouais, problème c'est de ça. Il y coordination. a, il y a vraiment un discours qui s'est développé, comme vous le disiez, par rapport à, je sais pas moi, manque de services, manque de médecins, manque de logements abordables pour tout le monde finalement. Et une stratégie pas vraiment très productive sur le long terme, c'est de dire que c'est de la faute des immigrants. Bon, alors que les immigrants contribuent aussi à construire le pays. Par contre, ce qui a fait défaut, je pense, les dernières années, le nombre de personnes qui sont arrivées a augmenté plus vite que justement la disposition des services d'être là. Mais on se dit, oui, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent et qui pourraient aussi fournir ces services. On sait qu'il y a des médecins qui arrivent, on ne reconnaît pas leur diplôme, ils se retrouvent chauffeurs de taxi et tout. Bon. Donc, il y a plus, comme vous le disiez, il y a des histoires de coordination. Et ce qui est problématique après, c'est des villes comme Montréal ou je sais pas, Toronto, se retrouvent à gérer des problèmes que le fédéral et les provinces auraient dû être plus proactifs pour mettre à leur disposition plus d'argent aussi pour avoir des ressources de première ligne. Et ça manque. Et ça, je pense pas que ça va se résorber comme ça dans les prochaines années, mais quand même, là, on voit que le gouvernement essaye de faire un effort, au moins au niveau des logements. Mais pour d'autres services, comme la médecine, ça semble encore dur, quoi.
Professeur, regardons comment le comportement d'un Donald Trump de l'autre côté de la frontière, qui, lui, ne veut rien savoir des migrants, des migrants illégaux, on s'entend, et on parle de plusieurs millions, hein, Ouais, 11 millions à peu près de 11 personnes. millions qu'il compte expulser. Comment ça va influencer l'immigration ici au Canada? Ouais, c'est une grande question, hein. Je me suis la fait poser plusieurs fois et j'ai tendance à dire qu'on n'est pas encore certain de ce qui va se passer. Mais on sait que la dernière fois que Trump est arrivé, ça a causé un mouvement de population vers le Canada et notamment des demandeurs d'asile qui sont passés par ce qui était à l'époque le chemin Roxham, là. Là, ça, maintenant, c'est fermé depuis l'année dernière. Donc, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont se diriger à la frontière, qui vont être envoyés aux États-Unis? Est-ce que le Canada va plutôt renforcer ses frontières? En fait, ils l'ont annoncé. Ils ont annoncé que c'est clair qu'il va y avoir plus d'opérations militaires. Enfin, pas si, en fait, une coopération de l'armée, même pour éviter les mouvements. Mais je ne sais pas, sur le long terme, est-ce que le Canada va quand même dire, ben, si les gens sont moins accueillis aux États-Unis, ils n'ont qu'à venir chez nous parce que finalement, c'est une bonne chose. C'est des grandes questions. Et je vous dirais que ça va sans doute pas mal occuper l'opinion et les politiciens de différents paliers de gouvernement et des deux côtés de la frontière, parce qu'au niveau local, tous les Américains veulent pas que les migrants illégaux partent non plus. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui travaillent aussi. Donc, oui, ça va rester avec nous pour les prochaines années, ça c'est sûr. Et par rapport à l'Europe, parce qu'on a commencé par faire cette comparaison-là, lorsqu'on regarde le comportement des dirigeants, la façon d'accueillir ces migrants-là, quelquefois c'est à la faveur de quelques accidents qu'il va y avoir des bons Samaritains, n'est-ce pas, qui vont essayer d'aller accueillir ces gens-là. Nous, on se positionne comment? Comment quelle est la réputation du Canada? Ouais. Oui, alors, Parce juste, que, juste une excusez-moi, professeur, oui, allez-y. on sait que pour les travailleurs temporaires, le Canada n'a pas une excellente réputation. Ouais, c'est Euh, ça. euh, Ben, je pense, jusqu'à récemment, où il y a eu plein de mesures restrictives par rapport aux migrants temporaires et où les migrants temporaires se sont retrouvés dans des situations où c'était difficile de trouver du logement, le Canada, avant ça, avait quand même relativement bonne réputation pour pas mal de monde. Mais là, paradoxalement, puisqu'il y a quand même beaucoup de montées de courants hostiles à l'immigration en Europe et aux États-Unis, ben, j'aurais tendance à dire que le Canada se retrouve à avoir une réputation convenablement bonne, même si elle est moins bonne peut-être qu'avant. Par contre, la chose juste que je voulais dire il par rapport à s'agit ce que... de ce contrat qui lie un travailleur à un employeur Oui, alors ça, qui donne effectivement, lieu. ce qu'on appelle les permis fermés, là, Mm, donc ça, c'est plus pour les travailleurs temporaires liés à leur employeur. mm. C'est vraiment source d'exploitation, ça, parce que les gens peuvent pas comme ça quitter leur emploi. Et ça, en fait, je sais qu'au Québec, ça a été très contesté, même par le gouvernement provincial. C'est à voir si ça va rester ou non, parce qu'il y a aussi plein d'employeurs qui sont pas en faveur de ces permis fermés. Mais après, les conditions de vie de manière générale, l'ouverture de l'opinion publique à l'immigration, disons, puis le soutien à l'établissement, ça reste un modèle au Canada par rapport à d'autres pays, disons. Ce qui est vraiment difficile ici, c'est toutes les tracasseries bureaucratiques auxquelles les gens sont confrontés pendant la procédure. Moi, je vous dirais que vu que l'opinion publique et américaine et européenne est quand même assez plus hostile en fait, hein, de manière générale que l'opinion canadienne et québécoise à l'immigration, le Canada s'en sort pas si mal. Mais si c'est une course vers le bas, c'est pas non plus la meilleure. Enfin, je veux dire, si chaque pays essaye d'être moins hostile, enfin, qu'il y a de l'hostilité dans tous les pays et que le Canada est moins hostile, c'est pas non plus un blason, quoi. Dans la perspective d'un gouvernement conservateur, est-ce que on peut s'attendre à ce que vraiment l'immigration en prenne tout un coup et puis surtout l'influent, le très grand frère de l'autre côté influent par rapport à l'immigration, est-ce que ça risque de manger tout un coup Hein, l'immigration? ça aussi, c'est une bonne question parce qu'il n'y a aucun gouvernement fédéral du Canada qui peut être exclu, qui peut être élu sans la voix de personnes, de citoyens d'origine immigrante. Vous ne pouvez pas gagner une élection sans Toronto et Montréal. Bon, et puis là, il y a plein de citoyens d'origine immigrante. Donc, avec un discours super anti-immigration, ça ne fonctionnerait pas pour Poilievre. Ça, c'est une première chose. Ça ne veut pas dire après qu'ils risquent pas de dire que certains immigrants, les temporaires, les demandeurs d'asile et tout, il y en a trop. Enfin,
plutôt comme on voit un peu au Québec, ce discours-là. Mais moi, je m'attends pas à ce qu'on ait un truc à la Trumpiste. Parce que ici, les gens, ils ont le droit de vote. Hein. C'est pas 11 millions d'immigrants illégaux qui votent pas comme aux États-Unis. La plupart, il y a plein de citoyens d'origine immigrante. Et ça veut dire que c'est quand même une. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui s'en prendrait foncièrement, franchement, à l'immigration dans une ville comme Toronto, où la vraiment de très nombreuses personnes sont d'origine immigrante, ça pourrait pas gagner une élection. Donc, ça va être un peu plus nuancé que ça au Canada, je pense quand même. Et puis ici au Canada, on semble comprendre que le Canada est un pays d'immigrants, même si aux États-Unis, on ignore que le Canada Oui, est un pays c'est de... beaucoup plus compris ici aussi parce que la proportion de personnes d'origine immigrante au Canada est beaucoup plus importante que celle aux États-Unis parce qu'on est un plus petit pays quand même. Adèle Garnier, professeure à l'Université Laval et membre de la chaire de recherche sur les dynamiques migratoires mondiales. Je vous remercie, Madame Garnier, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. Bonne émission. Au revoir. Merci, merci, au revoir.